Bonjour à toutes et à tous. Eh bien écoutez, je suis très heureuse de vous retrouver ici sur cette vidéo. Donc on va aller continuer ce travail ici sur l'altération. Donc qui vient évidemment en complément des défis. Et donc ici on est dans le défi du Sagittaire. Donc ce défi du Sagittaire qui nous parle de conscientisation a largement de quoi évidemment ici nous inspirer sur le sujet de l'altération. Donc on va procéder de la même manière que ce que l'on a fait ici pour le défi du Scorpion. Donc on a deux vidéos. On va avoir ici une première vidéo dans laquelle on va décrire le mécanisme et donc comprendre comment ici il s'utilise. Donc c'est vraiment les points de base pour pouvoir justement ensuite sur la seconde vidéo accélérer un petit peu et donc le rapprocher ici de tout ce qui est notamment le champ de croyance, puisque la conscientisation sert évidemment ici à altérer cette zone. Donc vous avez une même introduction pour les deux vidéos, ce qui me permet de donner un sens général, puisque là vraiment ces deux vidéos se suivent. Et donc bien se souvenir qu'ici on est en parallèle évidemment ici d'un défi, bien que vous puissiez revisiter ici cette thématique lorsque vous en aurez besoin. Et notamment, gardez bien en tête qu'il y a un double mécanisme. Il y a celui des archétypes. Alors on utilise ici le côté, on va dire, astrologique ou cosmologique. En tout cas, on regarde le sens des constellations. Mais, et donc d'un point de vue évidemment ici individuel autant que collectif, par rapport à la temporalité, mais qu'on travaille aussi dans les défis, la roue des maisons. Donc forcément, ce sujet d'altération et ce sujet finalement, alors plus subtilement à mener, la conscientisation n'est pas forcément ce qu'amène complètement ici la maison neuve en tant que processus, c'est beaucoup plus subtil, mais il s'agit évidemment ici de créer le pont. Donc cette maison neuve, c'est la maison de l'ermite, ici, donc il y a quand même quelque chose qui s'éclaire, d'où le rapport à la conscientisation. Et c'est surtout la maison qui a pour fonction, donc on en a parlé évidemment dans l'ouverture du défi, mais comme ici je vous accompagne sur deux vidéos, c'est important de le ramener dans l'intro. C'est celle qui nous permet d'opérer un changement dans notre façon de nous concevoir en tant qu'humain. Et donc, bien sûr, on ne peut pas ici se concevoir différemment en tant qu'humain si on ne passe pas par une forme d'altération, donc qui revient bien sûr ici dans cette situation à conscientiser, que l'on va donc définir. On va donc parler de connaissance et on va parler de croyance, parce que pour pouvoir altérer notre conception de la position humaine, eh bien ce sont dans ces champs finalement ici. Alors est-ce que c'est ici que l'on trouve la réponse? En tout cas, on trouve le mécanisme d'altération, parce qu'il y a évidemment ici quelque chose qui exerce une contrainte sur notre pensée. Et donc, finalement, cette conception humaine, elle est très liée à la pensée et à la manière dont l'humain, ici, que nous sommes, se reflète. Donc, si effectivement, on cherche à faire rayonner son être en maison neuve, eh bien, pour conduire ici ce rayonnement, il faut le libérer de ce qui l'entrave. Et la pensée, effectivement, est probablement la barrière la plus complexe ici à franchir. Donc, pour qu'un soleil se lève, il faut qu'il se couche, et c'est la fonction de la maison neuve, de faire coucher le soleil, donc de nous plonger ici, quelque part symboliquement, dans les ombres, dans des choses qui justement sont plus archaïques. Et comme on va le voir, le mécanisme de conscientisation, c'est exactement ici ce qu'il permet. Donc, sur ces deux vidéos, toujours le même principe, on n'est pas dans la vérité, dans le sens absolu. C'est notre expression, c'est notre vision, c'est notre manière ici d'aborder le monde, on le partage, on porte un regard sur le monde ensemble, de manière à pouvoir créer ici le pont entre intérieur et extérieur. Ce n'est qu'une grille de lecture. Vous pouvez évidemment, et notamment parce qu'on a beaucoup parlé de croyances, vous pouvez ici avoir les vôtres. Là n'est pas la question. On s'interroge en fait, c'est vraiment l'objectif quand on parle de conscientisation et la manière que l'on a d'altérer, elle passe nécessairement par le questionnement. Donc, ce n'est pas une vérité absolue, mais ce qui est important, c'est que de votre côté aussi, et par rapport à votre champ de croyance, vous sortiez aussi de la notion d'absolu. Parce que autrement, eh bien, vous allez bien moins ici bénéficier, que ce soit dans l'écoute, mais que ce soit aussi dans ce que vous allez pouvoir tirer, vous allez moins bénéficier ici du contenu.
et en général c'est quand même ce qui peut bloquer le processus d'altération, donc c'est important de le garder en tête de fait ici. Donc prenez des notes, il y a des choses qui vont vous interpeller, il y a des choses qui vont forcément vous renvoyer ici à vous-même et donc qui peuvent être des outils que vous saurez ensuite mettre au service de votre propre zone ici de développement. Voilà pour l'introduction. Eh bien écoutez, je vous retrouve de fait ici dans quelques secondes pour commencer le thème de la semaine. Alors donc cette semaine, on commence par les bases. On parle de mécanismes qui va nous permettre ici d'étendre justement la perception, en tout cas ici de la connaissance, mais aussi de comprendre en quoi la connaissance est assez essentielle ici pour pouvoir changer vraiment notre approche. Alors certes de nous-mêmes, mais notre regard aussi, celui que l'on porte sur le monde. Donc, le mécanisme ici de conscientisation, on va l'aborder de la même façon que ce que l'on a fait pour l'observation. On va déjà commencer par définir le terme, de manière à bien poser ici tout le champ d'application, donc de quoi il s'agit et comment, en tout cas nous, dans notre vision, on l'interprète, autant d'ailleurs, vous le verrez, de comment on l'utilise, parce que ce mécanisme de conscientisation, il est au cœur ici de nos méthodes et donc de nos propres parcours. C'est celui que l'on visite vraiment en premier. Quand on commence, on active ici cet outil. Donc on va redéfinir l'outil dans un sens très général, mais je ferai quand même quelques parallèles avec évidemment ici nos propres choix. Ça nous permettra au passage d'ailleurs de les expliquer, parce qu'il y a toujours une raison évidemment aux choix qui ont été portés, notamment dans les outils que l'on conduit dans les cycles. Ensuite, donc on ira regarder justement ce que ça permet d'approcher de différents, et puis surtout à quoi ça se relie, parce que finalement, et c'est tout l'objectif de ce processus d'altération, on a vu dans l'emprise à quel point finalement l'emprise n'est présente, n'est réelle, n'est quelque part ne fonctionne, parce que c'est ça en fait l'idée de l'emprise, c'est qu'il y a un mode de fonctionnement qui ici s'appuie évidemment sur la zone cérébrale. Donc ici, ce que l'on cherche à faire, c'est bien à faire travailler notre pensée, donc adopter plutôt ici une approche critique des choses pour pouvoir altérer cette zone qui au départ est sous emprise d'une réalité relative. Et donc on va appliquer tout cela évidemment sur le développement de l'individu en regardant aussi l'impact que cela a sur le collectif, parce que il y a ces deux zones qui sont intercommunicantes en fait en réalité. Et puis, sur la dernière partie de la vidéo, on fera l'ouverture de choses que l'on ira évidemment ici approfondir dans la suivante, parce que autrement, ce serait beaucoup trop long. Donc, on essaye évidemment de créer les choses plutôt par étapes, pour que ce soit d'une part digeste, mais aussi surtout que ça puisse être réécouté à partir de ce que vous recherchez. Et peut-être que pour un temps donné, ce sera les points de base ici qui vont être les plus écoutés, parce que vous en aurez besoin pour vraiment intégrer les fondements ici de chacune de ces définitions. Donc, si on veut définir le terme conscientiser, en fait, ici, ou conscientisation, peu importe, on va l'utiliser en verbe, parce que c'est une action, bien sûr, ici qu'il faut mener. C'est le fait de savoir, de pouvoir, en tout cas, de tenter d'expliquer a posteriori ce qui a été vécu, donc ce qui a été expérimenté, testé, dans l'objectif de tirer des conclusions. Donc ça, c'est vraiment la définition globale. Alors, conscientiser est évidemment issu de conscience, donc c'est issu de l'esprit, si vous préférez, et de la manière d'utiliser son esprit. Ça revient quand même ici à ça, dans une partie plus étymologique. À partir donc de ces éléments que l'on va réunir, puisque si on cherche à expliquer quelque chose a posteriori, à partir de ce qui a été vécu et testé, que ce soit relatif à un individu ou que ce soit relatif ici à un événement, donc quelque chose qui est potentiellement plus collectif, ce qui compte, c'est que ça ne se base que sur des éléments réunis. Donc les conclusions, elles seront nécessairement relatives, y compris lorsque l'on cherche à conscientiser, parce qu'il y aura ce qui aura été inclus et ce que l'on aura exclu de l'analyse. Quand bien même on cherche à conscientiser de façon très large, il y a nécessairement des choses que l'on connaît et il y a des choses que l'on ne connaît pas. C'est pour ça qu'en fait la conscientisation a une première limite
d'ores et déjà dans sa définition, c'est qu'on ne peut conscientiser que ce que l'on connaît. Donc ce que l'on ignore ne peut pas être intégré à la réflexion et au raisonnement. Donc la partie cognitive, effectivement, elle va fonctionner sur des faits. Ici, on fait fonctionner les neurones, et donc les neurones traitent de l'information aussi bien consciente qu'inconsciente, mais quand on est dans l'action de conscientiser, c'est forcément quelque chose dont on a conscience. Et ce que l'on ignore, on ne peut pas évidemment ici le nourrir dans notre réflexion. Et c'est souvent, puisque la conscientisation évidemment ici est très liée au questionnement, ce sont des inconnus dans l'équation que l'on pose, ça fait partie des inconnus. Donc on peut adresser les questions, mais si on n'a pas évidemment dans les faits, si on n'a pas l'ensemble des éléments qui pourraient permettre de tirer d'autres formes de conclusions, parce que d'autres connaissances seraient ajoutées, eh bien, il va y avoir forcément quelque chose qui est beaucoup plus raccourci. Donc, c'est basé forcément par le champ de connaissance de la personne qui va chercher ici à conscientiser et donc à tirer ses conclusions. C'est basé sur une étude avec un champ prédéterminé. Et donc, le contenu de ce champ, finalement, va donner la valeur ici des conclusions qui va être plus ou moins grande à partir de ça. Donc, comprenez aussi que finalement ces conclusions, elles ont forcément un lien avec nos biais cognitifs, avec le biais cognitif à minima de la personne qui va chercher à traiter cette information, voire ensuite si elle l'expose, avec potentiellement, y compris dans ce que l'on va entendre, eh bien, il peut y avoir des biais qui filtrent aussi une partie de l'information. Parce que les biais cognitifs, ils ne fonctionnent pas que pour la personne qui présente ici les faits. Ça va aussi concerner la personne qui reçoit l'information. Donc, il y a ce que je donne et ce que je reçois. Et de ce fait, ici, il faut considérer cette notion à double partie, si vous préférez, double entrée ou double écoute, peu importe. En tout cas, une chose est sûre, quand bien même on vous explique quelque chose qui a été vécu, qui a été testé et dans lesquels des conclusions ont été tirées, ce que vous-même vous utiliserez dans ce champ ici de connaissances qui vous est transmis sera relatif à partir de ce que vous allez inclure et exclure, et donc globalement ça va quand même s'appuyer sur votre propre base ici de connaissances. Donc l'ensemble en fait ici de la conscientisation, qu'il soit réalisé de façon purement individuelle ou qu'il y ait cette zone de partage, va quand même ici intégrer une notion de relativité qu'il ne faut pas ignorer, parce que le problème n'est pas dans le fait ici qu'il y ait des choses qui soient exclues de la partie réflexion, mais c'est de ne pas le savoir en fait ici qui crée la limite la plus bloquante en fait, quelque chose qui est plus limitant encore. Si par contre on est on intègre dans le mécanisme de la conscientisation que ce qui est transmis est potentiellement incomplet et ce que je vais comprendre, je vais potentiellement le comprendre de façon incomplète, eh bien je mets des précautions à l'utilisation ici de la matière. Donc je vais mettre des précautions à l'utilisation de l'information. Ensuite, et vous connaissez cette information, je vous l'ai déjà transmise, mais lorsque, on va dire, des conclusions ici sont présentées, des explications sont proposées, eh bien, au-delà des biais cognitifs, il y a également tout ce qui va aller avec la présentation, qui peut conduire, et donc parce qu'ici, on va intégrer dans votre traitement analytique, on va intégrer d'autres choses encore, qui vont passer potentiellement par la parole, qui vont passer aussi peut-être par les images, par le contenu, etc. Donc, ces éléments, ce n'est pas simplement par l'écoute ici que se situe l'impact. Il se situe aussi par tout ce qui va autour de l'écoute, donc par les autres sens. Et donc, ici, on peut se sentir beaucoup plus convaincu ou influencé, altéré dans sa propre perception, à partir évidemment de tout ce qui va avec l'information. Et il y a plein de choses qui vont avec les informations, d'autant plus dans des mondes aussi numérisés que ceux dans lesquels on est plongé. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est important parce qu'il faut aussi considérer cette variable potentielle on va dire en tout cas d'influence
On va parler ici de zones d'influence. Ces influences, elles sont multiples. Elles ne sont pas que liées à la nature même de l'information. Elles sont liées à d'autres sens que l'on active et dont on n'a pas toujours, évidemment, ici, pleinement conscience. C'est l'idée du côté complet du traitement ici de l'information. Après, ces informations, elles peuvent être élaborées de façon très neutre. C'est pas quelque chose ici où on cherche nécessairement à exercer une zone d'influence. Comprenez ici une intention derrière la transmission. Mais quand bien même c'est élaboré de façon neutre, ça ne change rien en fait. Ici au côté imparfait de toute façon de la transmission. Toute transmission restera imparfaite, basée ici sur la trame de la personne qui l'expose, basée sur les choix d'exposition aussi, donc le moyen dans lequel on diffuse cette information, et en reflet, donc en projection. Ici, on ne connaît pas la zone d'altération de la personne ici qui va recevoir cette information multiple et multipliée à partir du support. Et donc, effectivement, il y a une possible amplification de cette imperfection à partir de ces critères, en fait. Donc, ce sont quand même des critères qu'il faut... Alors, vous pouvez les noter, bien sûr, mais ici, on parle de conscientisation. On ne parle pas de discernement, par exemple. Mais l'un va avec l'autre, en fait. Et donc, ici, on va plutôt parler d'esprit critique, c'est-à-dire que chaque information doit être traitée par de l'esprit critique. Mais si on voulait utiliser un autre mot que esprit critique, c'est souvent ce que l'on vous dit, usez de votre discernement, c'est-à-dire soyez conscient de votre propre base de connaissances, soyez conscient des critères potentiels ici d'influence d'une information qui n'est pas traitée par vos propres soins, donc qui n'est pas combinée lorsque vous la recevez. C'est pas vos mains en fait ici qui l'ont faite et c'est pas votre esprit qui l'a formée. Donc il y a une dérive qui est plus importante que lorsque vous êtes à la manœuvre. Mais même lorsque vous êtes à la manœuvre, de toute façon, on l'a vu ici précédemment, on ne peut pas ne pas avoir de croyance. Donc on ne peut pas avoir ici une zone sans aucun biais cognitif. C'est physiologiquement, physiquement, conceptuellement juste impossible. Donc, que ce soit vous vis-à-vis de vous ou vous en support ici d'une information extérieure, c'est juste que le support de l'information extérieure crée plus ici de critères d'influence. Mais vous avez les vôtres en fait. Donc, tout ça nécessite évidemment d'être pris avec beaucoup de précautions. L'apprentissage, donc, il n'est pas réalisé seulement sur la base d'une transmission, que ce soit en mots ou que ce soit par écrit. Cette zone cognitive qui est la vôtre et qui est celle de la personne, il faut évidemment l'exercer avec recul. Et au-delà du recul, il faut aussi vous assurer que c'est votre volonté, que c'est votre choix que d'accéder aussi à cette information. Parce que, tout ce côté très intermédiaire, il y a un intérêt bien sûr qui doit être porté lorsque l'on reçoit une information. On doit avoir ici une forme d'attente. Et donc, quand on pose un objectif, eh bien, effectivement, on donne quand même ici un sens de direction. Donc, au-delà du discernement, c'est d'assortir ici ce discernement dans l'angle de votre propre logique. Qu'est-ce que je cherche lorsque je me nourris ici d'une information? Et là, grande vigilance à partir du biais de confirmation, parce que ici va s'activer ce fameux biais de confirmation. Si je pose un objectif, si j'ai une raison particulière lorsque je vais aller traiter une information, je dois l'adresser. Je dois m'interroger, je dois me poser la question, je dois quasiment poser mon hypothèse, en fait, ici, par rapport à ce centre d'intérêt, ce qui me permettra de limiter l'impact de mon propre biais de confirmation et donc de l'impact des propres croyances que j'alimente au regard de la transmission. Donc, vous comprenez de fait ici dans la définition de la conscientisation que c'est beaucoup plus ici compliqué qu'il n'y paraît au premier abord. Énormément de gens imaginent qu'ils conscientisent, mais ici on est dans le domaine de la croyance parce que on ne connaît pas nécessairement l'ensemble des tenants et des aboutissants. C'est devenu un mot très commun et là vous en comprenez la complexité. C'est un mécanisme beaucoup plus élaboré qui nécessite donc un effort
Et qu'est-ce que l'effort ici pousse à faire en premier lieu, du point de vue en tout cas de l'individu qui va chercher à utiliser ce mécanisme, c'est d'étendre ici sa connaissance par-delà ce qui est présenté, par-delà ce qui est facilement déductible ou mis en évidence, en considérant notre propre champ ici d'implication. Et donc, le raccourci, ce qu'il crée en fait, si on utilise l'information, même en imaginant le conscientiser, mais sans en connaître ni le principe, ni les points de base, ni le mécanisme, et donc ni finalement les précautions pour ne pas verrouiller quelque chose, va avoir pour effet de créer et d'amplifier, d'augmenter quelque part l'acceptation ou l'adhésion par principe. Un sujet qui m'intéresse, je vais écouter quelque chose. Si je n'ai pas déterminé un certain nombre ici de critères pour réaliser cette écoute, eh bien je vais entrer dans une adhésion souvent très mécanique et je vais m'approprier ici cette vérité. Je ne suis donc plus dans le fait de chercher à étendre mes connaissances, mais assez mécaniquement, je vais chercher surtout à venir confirmer mes propres croyances, à venir valider ce que j'imagine être ma compétence, ce que j'imagine être ici ma propre connaissance. Et donc je me verrouille en fait. Comprenez ici qu'il y a vraiment une zone de verrouillage. Alors que si on applique une méthode, si effectivement on ne se plonge pas dans la rapidité, mais qu'on reste bien dans le principe de l'effort, parce que c'est pas simple, eh bien on trie et on filtre dès l'entrée. Et le degré de relativité, il devient évidemment pas inexistant, mais il a des limites. Et les limites que vous vous êtes imposées. Donc votre volonté et votre choix, d'une part, est respecté. Ça, c'est important parce que vous allez rester dans votre rail. Et au-delà du respect ici de votre propre volonté, eh bien, ça ne va pas amplifier quelque chose qui aurait potentiellement besoin d'être réglé. Parce que il faut aussi se souvenir qu'en tant qu'être humain, on n'est pas intéressé par certaines choses par hasard. On est intéressé par lien de causalité, déjà, au départ. Et donc, on a tiré inconsciemment certaines conclusions. Parfois, certaines sont conscientes, mais majoritairement, elles sont inconscientes, à partir de ce qui a été vécu et testé. Donc, on a conscientisé sans même s'en rendre compte une série d'événements qu'on est venu quelque part programmer à l'intérieur de nous. Et ça touche beaucoup, bien sûr, ici l'observation. Plus le fonctionnement naturel ici de l'humain, dont la base reste le questionnement. L'humain s'est toujours questionné depuis la nuit des temps parce qu'il a une intelligence. Alors certes, il a la parole, il a la vision, il a le cœur, il a le souffle, mais il a l'intelligence. Et ça, c'est une très grande distinction par rapport ici à toutes les autres espèces qui peuplent finalement ici cette planète. Cette distinction, comme on l'a vu il y a 15 jours, elle est clé, elle est évidemment très importante, mais comme nous a ici transmis l'énergie de conclusion du défi du Scorpion, au-delà du fait qu'elle est clé, elle est surtout possiblement le piège. En fait, c'est toujours à double tranchant. Ces choses-là sont toujours à double tranchant. On ne vivrait pas notre vie de la même manière sans cette notion de raisonnement avec nous-mêmes et avec le monde. Cette altération, au départ, elle vient de là. On se sent comme plongé dans quelque chose où le questionnement a complètement sa place. Parce qu'au moment où on prend conscience ici de nous-mêmes et parce qu'on a déjà pris conscience du monde, on se demande où est notre place. C'est inhérent à la condition physique. Et donc, même si pendant tout un temps, on va peut-être être plus porté par la vision, par le cœur, par le souffle, cet intérêt, en fait, c'est ce que ramène la Maison Neuve. C'est un intérêt de cycle, déjà pour commencer. Et il y a des passages dans notre vie qui sont beaucoup plus propices ici à la remise en question. Et ça aussi, c'est un phénomène de cycle. Donc, quand bien même on est dans certaines périodes de notre vie beaucoup moins à penser à tout ça, il y a des passages clés. Et ces passages clés, c'est ce qui ramène en fait. Ils ramènent
ici un besoin de conscientiser, de faire le point. Donc on ne va pas toujours dire conscientiser, mais on va dire on a besoin de faire le point sur notre existence, on a besoin de faire le point sur cette relation, on a besoin de faire le point sur nos objectifs, on a besoin de faire le point pour le nouveau prochain chapitre de notre vie. À ce moment-là, on engage en fait ici le mécanisme de conscientisation. Sauf que est-ce que c'est de cette manière-là qu'on l'adresse? Probablement que non. Parce qu'on est bien moins dans l'effort que cela ne finalement requiert ici d'effort. Donc on est dans un degré de relativité qui est amplifié. Le bouton question, il est correct. On a besoin régulièrement de faire le point. Ça semble être quelque chose de plutôt logique et d'évident. Autrement, la vie passe et puis on peut se laisser bien emporter ici par le tourbillon. Et en fait, au moment où ça sera la phase finale, on se dira il y avait des tas de choses que j'aurais voulu faire et j'ai pas eu le temps. Donc, on va dire que ce programme, il n'est pas ok, il est un peu compliqué, mais il a quand même aussi un sens. Tout en nous a un sens. Maintenant, il ne faut pas se faire absorber complètement par le sens qui finira par ne plus en avoir, mais inversement, il ne faut pas non plus adopter une approche qui, avec le temps, devient vide de sens. Il faut trouver un équilibre ici, au milieu. Donc, ce degré de relativité, si effectivement on ne le prend pas en charge, eh bien, il peut complètement nous submerger, il peut complètement nous absorber et nous faire passer, évidemment, ici à côté de certaines choses qui ont profondément du sens, par exemple pour notre cœur, mais sur lequel finalement on évacue et on se pose peu ou pas de questions, ou en tout cas on ne prend pas le temps de le faire en appliquant ici une méthode prédéfinie qui aura pour objet de conduire une conclusion qui nous correspond en fait. Et donc on va adresser des conclusions qui sont peut-être très collectives, on va adhérer ici beaucoup du point de vue extérieur. On n'est pas toujours pleinement satisfait, mais c'est un comportement aussi humain, alors très naturel dans les sociétés modernes. On fait les choses beaucoup par défaut, en fait. Pourquoi? Il n'y a rien qui colle complètement à ce que l'on voudrait, et donc on fait un choix ici. Donc je vous parlais des choix dans la définition du terme. On va faire un choix entre A et B. On aurait peut-être voulu créer C, mais comme C n'existe pas, eh bien, on a l'impression qu'il faut choisir entre A ou B. Alors que si on conscientise, on va se dire je ne suis pas satisfait de A, je ne suis pas satisfait de B. Bon, est-ce qu'il y a C? Donc déjà, on va s'interroger. On va chercher C. S'il y a C, eh bien, peut-être que C va remplir 100% de nos critères. Si C ne remplit pas 100% de nos critères, alors on cherchera D. Et à un moment donné, on peut éventuellement aller jusqu'à la fin de l'alphabet, où je pense que ça se fera avant, vous vous direz c'est pas grave, puisque ça n'existe pas, je ne préfère pas choisir dans celle qui ne me correspond pas à 100%, et vous aurez peut-être ici le réflexe de créer votre propre solution. Bon, en règle générale, voilà, il faut de la maturité pour arriver ici à ce résultat. Je dis juste que vous n'irez pas jusqu'au numéro 26, mais pourquoi pas? Ça serait quand même une grande expérience, mais pourquoi pas? Je pense qu'on s'arrête un petit peu avant. Alors de fait, pourquoi on s'arrête avant, ou qu'est-ce qu'il faut chercher pour s'arrêter avant? Parce qu'il peut y avoir deux possibilités. C'est l'esprit critique. Il faut revenir à la base, c'est-à-dire que l'humain, on peut s'imaginer plein de choses sur l'humain, il n'y a pas de problème avec ça. Mais revenir à l'essence, revenir à la base, c'est toujours ce qu'il y a de préférable, plutôt que de venir se charger de tout un tas d'autres informations. Il vaut mieux nettoyer ce que l'on a déjà, ce dont on dispose, s'appuyer sur ce qu'il y a de plus naturel ici à l'intérieur de nous, plutôt que de partir dans tout ce que l'on n'a pas. Il faut partir de ce que l'on possède. Toujours se dire que est-ce que il y a... alors, regardez, on va parler de hasard quand c'est comme ça. Bon, c'est parce que c'est quelque chose qui est commun. Est-ce que nous-mêmes, on croit au fait qu'il n'y ait pas de hasard? C'est pas tout à fait ça, en tout cas pas dans le sens ici le plus commun. Mais on reconnaît l'intelligence à l'œuvre dans cet ordre, pas dans celui que l'on nous propose, mais dans cet ordre qui, lorsque l'on revient à l'essence de chaque chose, semble quand même exister. Rien n'est approximatif. Et donc, ce manque d'approximation
pour des esprits, c'était moi et moi, on est plutôt logique. Donc pour des esprits logiques qui ont passé majoritairement leur temps à utiliser de leur esprit critique, malheureusement pas dans tous les domaines, c'est ce qui nous a fait court-circuiter quand même, mais par réflexe, c'est vrai que ça a souvent été notre réflexe. Mais lorsque c'était très important, et notamment dans quelque chose de plus affectif, ça n'a pas toujours été le cas. Mais on va y revenir parce que c'est normal en fait que ça se passe de cette manière-là. Ceci dit, en tant qu'application de l'esprit critique où il nous faut être très logique justement et pas porter dans le sentiment, ça c'est des choses qu'on a su plutôt bien faire. Donc à chaque fois que l'on s'est efforcé à revenir à la base, on a pu voir ici à quel point tout s'assemble tout seul en fait. Il y a quelque chose de parfait derrière ça. Après, le qui, quand, quoi, comment, bien sûr ça peut être des questions, mais nous, dans notre vision du monde, on n'en a pas fait un sujet. D'une part parce qu'on pense qu'on ne peut pas avoir cette réponse. Et donc le fait de ne pas l'avoir et de continuer à la chercher devient, avec le temps, deviendra stérile, peut devenir aussi une forme de souffrance. Donc on est ici dans quelque chose qui est plus pragmatique, plus terre à terre, plus logique, sans ignorer le côté métaphysique, qui, oui, en fait, ici, ça fait aussi partie de notre champ de croyance, mais est-ce que c'est réel, est-ce que c'est pas réel? On utilise nos propres sens et on utilise ce que l'on estime être notre propre énergie, notre propre compétence. Est-ce que c'est la réalité? On ne peut pas vous dire avec certitude, puisque c'est beaucoup plus métaphysique. Mais il fallait prendre un postulat, et ce postulat, on s'est toujours autorisé à le revisiter, à en adoucir les angles, et peut-être à en changer certains. Donc, en fait, on a gardé un mouvement qui est dynamique, et c'est ça, la prédisposition, au départ, naturelle de l'humain qui est doté effectivement d'intelligence et qui peut travailler à partir de son esprit critique, c'est que, considérant que l'on explique le monde et les choses à partir de ce que l'on peut observer, de ce que l'on peut expérimenter. Donc ça peut être de l'observation du monde, mais dans le sens ici de ce que l'on peut expérimenter, eh bien, comme tout bouge autour de nous, eh bien, notre esprit critique, si on garde toujours les mêmes appuis, va bouger aussi avec le monde. Donc, et en fonction du fait ici des époques. Si on est dans cette époque, on va forcément utiliser la base de connaissances de cette époque. Si on est dans une même configuration 300 ans plus tard, on aura forcément d'autres informations qui adresseront d'autres conclusions. Et puis, c'est le même principe 300 ans en arrière. Ça se fait à partir de ce qui est présent. Donc, si tout se passe au présent, aujourd'hui, voilà la conclusion. Et demain, elle peut déjà être ajustée. Et c'est ça, en fait, ici, la disposition de l'esprit critique. Et ça, l'humain en dispose. Et dispose de sa capacité à voir que le monde change. Donc, si, effectivement, on choisit d'ancrer quelque chose pour toujours, c'est incompatible, en fait, ici, avec le monde. En tout cas, c'est visiblement incompatible, parce que le monde ne fonctionne pas comme ça. Alors pourquoi, alors que l'humain est dans le monde, pourquoi l'humain fonctionnerait-il différemment? Ici, effectivement, pour un esprit critique, il y a une incompatibilité dans le raisonnement. Mais pour plein de gens, c'est pas incompatible. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, ils ne sont pas dans l'esprit critique, justement. Ils sont dans autre chose. Ils sont dans une adhésion qui, évidemment, est partie d'autres hypothèses dans lesquelles il n'y a pas eu de remise en question. La disposition de l'esprit, elle consiste à ne jamais admettre ici une affirmation, un jugement, un fait, sans en avoir reconnu la légitimité rationnelle. Donc, l'esprit critique, c'est regarder quelque chose et déjà s'interroger, est-ce que ça, c'est rationnel? Donc, tout ce qui touche vraiment à des choses les plus fantaisistes, dans notre cas, vraiment, ça ne marche pas. Enfin, il y a quelque chose en nous qui nous dit toujours ok, bon, là, on est dans un film, quoi. Donc, mais ça, c'est un comportement qui est naturel chez nous. Il n'est pas forcément naturel chez tout le monde. C'est peut-être quelque chose que vous avez travaillé, justement. Alors ici, dans la zone énergétique, on va parler d'ancrage, par exemple. Et ça nous arrive. Quand on a travaillé avec vous, pour certains, on a dit attention, il y a un gros problème d'ancrage.
C'est visible en fait quand nous, alors encore une fois, est-ce que quand on regarde votre énergie, est-ce que c'est ce que l'on observe, ressent, voit, après peu importe le moyen, parce qu'en plus on n'utilise pas les mêmes moyens avec ses mains. Donc, on ne sait pas vous le dire en fait avec certitude. Nous, c'est ce que l'on voit et on le reçoit. Donc, vous dire si c'est valable, pas valable. Au moment où on vous le donne, en fait, en réalité, on ne sait pas. On met toutes les précautions d'usage pour ne pas générer de croyances. On ne vous explique pas toujours avec détail ce que l'on perçoit, ce que l'on voit. Parce qu'on ne veut pas alimenter justement ici de croyances spécifiques autour de ça. On veut que vous puissiez disposer en fait de votre propre esprit critique. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec l'information, vous êtes libre ici de ne pas être d'accord. Nous on partage, on transmet finalement ce qui nous semble être cohérent. Mais lors d'un bilan, quand on vous dit par exemple qu'il y a un problème d'ancrage, parce qu'on voit en fait les croyances, il y a des impacts en fait ici dans l'énergie. En tout cas, il y a une façon pour nous de le voir où on sait qu'il y a un sujet sur certains thèmes en particulier. Et il se trouve que lorsque, effectivement, on transmet l'information, eh bien, vous faites en général le lien parce qu'effectivement, ce sont des sujets d'étude de votre côté. En tout cas, des choses dans lesquelles vous portez de l'intérêt. Donc, on va à ce moment-là, oui, parce qu'on est dans le langage, si vous préférez, de l'énergie, on va utiliser le mot ancrage. On va dire, attention, là, il y a un problème d'ancrage. Il y a un truc qui se passe vraiment qu'au niveau de la tête, c'est imaginaire. Et donc, on utilise le mot ancrage. Maintenant, est-ce que le mot est approprié ou pas? Tout est critiquable, en fait. C'est juste un code que, de votre côté, vous connaissez, que nous, on peut utiliser, sur lequel on peut s'appuyer. Et ça, on vous le dit souvent aussi. Si on avait la possibilité de complètement réinventer le langage, on l'aurait fait. Mais si on le faisait, on ne serait pas compris, en fait. Donc et là, voilà, encore une fois, c'est le principe de l'esprit critique. On a examiné la valeur, la probabilité ici et le degré d'erreur, évidemment, acceptable à chaque information que l'on a transmise. Et on est là pour le coup conscient. Alors, est-ce que c'est parce que ça a été vécu, testé, expérimenté? En tout cas, on a adressé des conclusions. Et on s'est dit, mais on ne peut pas parler, utiliser des mots ou utiliser des concepts qui ne vont parler à personne. Parce que si on fait ça, en fait, personne ne va pouvoir entendre, personne ne va pouvoir en bénéficier. Donc, on a dû trouver une forme de compromis. Mais ces compromis ne sont pas des choses que l'on a de fait ici entérinées pour toujours. Et d'ailleurs, si vous nous écoutez 3 ans en arrière, il y a eu même des moments où on a dit, bon, là, on va switcher sur le langage. On n'a plus envie d'utiliser ces mots-là. Voilà les mots que l'on souhaite utiliser et voilà ce qu'ils remplacent. Pour ceux qui s'en souviennent, c'est pour ça qu'on l'a fait. Et on le fera régulièrement. La preuve, ici, on est en train d'utiliser, depuis qu'on a lancé cette playlist, non pas des nouveaux concepts pour nous, mais on est en train d'essayer de les transmettre, de vous partager ici de la connaissance sur laquelle on va pouvoir ensuite s'appuyer. Et ça va nous permettre de faire tout un tas de choses, notamment quand on va visiter les croyances. Parce que moins ici, il y a de croyances entre finalement vous et nous, et plus on peut accélérer. Parce qu'il y a beaucoup de choses en fait ici, et beaucoup de temps que l'on accorde, notamment au démarrage des parcours, pour déclencher certains mécanismes qui ne sont pas présents, comme effectivement l'observation, la conscientisation, mais également user et utiliser votre esprit critique. Alors on a quelques limites, parce qu'effectivement, cet esprit critique, il sous-entend que on ne peut pas travailler avec ici n'importe qui et n'importe quand. Parce que si, ok, il y a la différence entre n'avoir aucun esprit critique, c'est-à-dire ne plus du tout utiliser ici sa propre zone, et l'utiliser mais par à-coup, et puis s'être fait un petit peu ici illusionner dans certaines croyances. Donc, pourquoi le bilan est aussi clé? Eh bien parce qu'il y a la réaction, en fait. Donc, on reprend l'idée de la croyance. Quand on casse un peu les codes de vos croyances, en utilisant finalement ici votre base, l'analyse de votre programme, en fait, quelque part, mais que c'est reçu de façon négative, et ça arrive, ça aussi on vous l'a dit plein de fois, il y a des gens qui réagissent mal, en fait.
et bien là, on sait que c'est pas la peine, en fait. On ne peut pas accompagner. On ne peut pas accompagner, mais parce que l'esprit critique, il n'est pas juste à dépoussiérer. C'est pas juste quelque chose que l'on peut relancer. C'est quelque chose qu'il faudrait construire. Et là, c'est pas possible parce qu'il y a une trop grande différence, pour le coup, entre notre mode de fonctionnement et le mode de fonctionnement dont aurait besoin la personne. Donc, c'est pas refuser la personne parce que on ne souhaite pas la soutenir, mais c'est l'incompatibilité ici du soutien. C'est juste, ça rentre pas dans le cadre de ce que l'on souhaite ici accompagner. On donne des conseils, mais avec le temps, on a aussi appris à ne même plus proposer la séance parce que c'est tellement visible ici dans l'énergie de la personne que, en fait, à ce moment-là, c'est du temps de perdu de part et d'autre et c'est de l'argent dépensé pour rien. Donc, on refuse aussi, on rembourse parfois, si vous préférez. C'est important de le savoir quand même parce que on sait que, oui, certes, il y a des ouvertures qui se feront, mais pas par notre intermédiaire. Et en tout cas, pas dans cette temporalité-là. Pas à ce moment-là. Il y a du chemin à faire et quand le chemin sera fait, c'est en général ce que l'on dit, quand le chemin sera fait, on sera à l'écoute. Mais entre les deux, juste on ne peut pas parce que ce n'est pas du tout adapté avec ce que l'on fait et au-delà de ce que l'on fait, parce qu'on pourrait avoir d'autres outils, avec ce que l'on désire faire. Il y a une question de choix aussi, il y a une question de volonté qui s'exprime. Donc l'esprit critique, lorsque il n'est pas utilisé ou lorsque, effectivement, c'est là où se situe la différence, c'est dans ce qui a été sacralisé. Donc, et quand on utilise sacralisé, souvent, nous, on utilise cristallisé. C'est comme si c'était, voilà, on est piégé dans quelque chose. Donc, cette information, elle va devenir ici un prétexte. Elle est vraiment, alors elle est un prétexte dans le fait de rester quelque part. C'est pour ça qu'on parle aussi de cristallisation. Donc le mot le plus adapté, c'est sacralisation. C'est parce qu'on a figé ici une vérité. On a dit, ok, ça c'est sacré, ça je ne dois pas y toucher en fait. Donc beaucoup d'entre nous font de certaines choses, de certaines informations, des informations sacrées. Et là, il n'y a plus moyen de bouger aucune ligne. Tant qu'on n'est pas capable de remettre en question ce point de vue-là, c'est pas possible. En fait, on s'est complètement figé. Ici, on est devenu immobile dans quelque chose. Et voilà, nous, ce que l'on constate, c'est comme si vous étiez comme du sédiment, en fait. C'est cristallisé. Ce prétexte, bien sûr, ici, que l'on utilise à ce moment-là, fait qu'on exclut toute forme de raisonnement. Il n'y a plus rien de logique. Et ça, c'est important. C'est pour ça que l'esprit critique, avec une logique un peu variable, il est présent, il n'est juste pas toujours utilisé. Et puis, il y a cette absence complète ici de logique qui fait que il n'y a plus de possibilité de vérifier l'information ou d'amener quelqu'un ici à la vérifier. Simplement, on n'est plus du tout sur le même mode de fonctionnement. Et là, oui, il faut reconnaître quand ça ne marche pas. Revenons ici à l'avantage de l'esprit critique. Qu'est-ce que ça doit nous permettre de faire ? Ça doit nous permettre de vérifier les informations. Ça doit nous permettre ici d'examiner. Donc d'examiner l'importance que peut avoir certaines informations. Mais de toute façon, quand on étudie quelque chose, il faut que ça ait de la valeur pour nous. C'est pour ça que je vous disais, en fait, vos centres d'intérêt, il y a quelque chose qui a trait à la valeur. Il y a quelque chose qui a de la valeur pour vous quand vous avez un intérêt quelconque et que vous sentez l'envie d'étudier quelque chose. Alors, nous, on adore quand vous vous portez de la valeur parce que vous avez envie de vous étudier. Ça revient à ça aussi. Quand on a envie de s'étudier, quand on a envie de comprendre ce qui ne fonctionne pas dans notre vie, on devient simplement le propre objet de notre étude. Mais c'est le même principe, en fait. C'est le même principe que si c'était extérieur. Si vous étiez intéressé, je ne sais pas, par la mythologie, eh bien, vous seriez ici en train de chercher beaucoup d'informations pour vous faire une idée, et une idée souvent par vous-même. Donc, vous allez examiner parce que la mythologie, ça a de la valeur pour vous, c'est un centre d'intérêt qui vous parle et peut-être que vous avez ici des talents à développer. Et vous allez travailler à partir de différentes sources pour pouvoir établir une forme de vérité qui est la vôtre et qui aura ici le degré de probabilité que vous allez considérer. Si vous considérez un degré de probabilité, vous considérez de fait ici un degré d'erreur
vous l'acceptez, c'est-à-dire que vous dites bah oui, c'est imparfait, ok, très bien. Mais aujourd'hui, ça me paraît suffisamment logique pour me dire ok, cette théorie-là que je viens de former à partir de mon étude, elle me correspond. Et là, effectivement, elle n'est pas absolue, elle n'est pas sacrée, elle n'est pas universelle. C'est votre analyse. Et puis, c'est quelque chose qui pourra évoluer si d'autres informations ici émergeaient. Parce que est-ce qu'on peut tout vérifier? En fait, l'esprit critique doit se dissocier du problème de la preuve. En fait, il y a l'esprit critique et il y a la preuve. Il y a la logique et la logique implacable. C'est comme la cristallisation ici où on refuse de voir, c'est la même chose en fait. Donc, c'est important de comprendre que jusqu'à preuve du contraire, donc la problématique n'est pas dans l'utilisation de la preuve, elle est dans le fait que vous n'aurez jamais l'absolue certitude. Donc il ne faut pas confondre esprit critique et absolue certitude. C'est un statut, c'est une vérité temporaire, un statut. Jusqu'à preuve du contraire, voilà la compréhension qui semble être la plus logique, c'est la plus probable à l'instant T, c'est la réalité présente que je suis en capacité d'observer, ce n'est pas la vérité absolue. Ça préserve quand vous faites ça parce que ça préserve l'ouverture d'une part à informations contradictoires qui pourraient ici évidemment se présenter, mais surtout ça place votre pensée dans le mécanisme de la croissance parce que chaque jour est une occasion d'apprendre. On sait ce que l'on sait à un instant T et le lendemain, il y a plein d'autres informations qui ne vont pas bouleverser nécessairement ce que vous avez émis comme hypothèse, mais qui va venir l'enrichir, la compléter. Et la vie, elle est grande, elle est riche. Donc pourquoi venir s'empêcher ici de grandir, de croître, de se développer, alors qu'on a la possibilité d'utiliser la pensée comme un canal d'ouverture, comme une possibilité ici de croissance. Et les connaissances peuvent évidemment ici venir s'enrichir. Donc plus effectivement on combine l'esprit critique avec ce type ici de levier, et plus effectivement on est placé dans une position idéale d'apprentissage, mais d'extension. Donc on peut parler ici clairement d'expansion aussi. On est dans extension de la connaissance parce qu'on parle de la pensée, mais comprenez aussi que c'est l'expansion de vos possibilités lorsque vous faites cela. Donc on va avoir quelque chose qui, bien sûr, vient s'opposer à ça. On vient d'en parler, notamment quand on cherche le côté absolu, ou lorsque l'on refuse ici d'intégrer les paramètres. Et assez facilement, vous avez une bonne appréciation de ce qui se passe, mais depuis un temps déjà, c'est pas si récent que ça. C'est qu'on va stagner, en fait, collectivement. Il y a une stagnation qui existe si on n'est pas dans l'adoption pleine et entière ici de ce mécanisme. Et c'est vrai que tout ce qui va toucher ici au côté technologique nous rend un peu moins... on est moins porté dans l'effort. C'est pas que technologique, c'est aussi moral quelque part. C'est un peu culturel parce que c'est pas le cas partout sur la Terre. Il y a quelque chose autour de ça qu'il faut étudier aussi si on veut comprendre, parce que certes c'est peut-être plus applicable à nous-mêmes, mais on a eu cette expérience. La vie elle va vite, on est tellement occupé que effectivement, est-ce qu'on crée les espaces? Alors au-delà de stagner, je pense que la stagnation elle est un peu derrière nous maintenant. On est en train de décroître de façon civilisationnelle, donc l'ignorance quelque part et commence à prédominer davantage que la connaissance, le développement de la connaissance. Donc dans certaines zones, du moins, je ne voudrais pas le généraliser non plus, mais je crois que dans certaines zones, on est vraiment, on peut en tout cas convenir qu'il y a de la décroissance. Et je vais donner l'exemple de la spiritualité, parce que on a des mouvements qui ont été des mouvements collectifs et assez massifs, comme le New Age, qui a quand même... Alors, oui, ça a créé une ouverture dans le sens où, au départ, ça a ramené quelque chose qui peut-être, avec le temps, était réservé à certaines catégories de population. Ça, il faut reconnaître ça.
on est sorti avec ce mouvement de quelque chose où finalement il y avait beaucoup plus d'espace pour le mystique, l'ésotérisme, mais en circuit fermé, quasiment caché. Donc, ça a eu l'avantage de le rendre visible à grand public. Mais c'est tellement ici enfermant et divisant en termes de croyances, avec tout le folklore en fait qui va avec. Ça vend du rêve et ça vend de la peur aussi, parce que ça vend les deux, c'est-à-dire oui, ça vend du rêve, mais selon tes paramètres, c'est-à-dire qu'ici on a quelque chose qui est très dogmatique, qui va classer quand même l'individu dans des catégories, et donc qui, par effet opposé, vend de la peur, parce que on doit avoir peur si on n'est pas dans cette catégorie d'individu. En tout cas, je crois. Alors, bon, c'est pas que c'est passé de mode, mais je pense que c'est un petit peu moins ici d'emprise. Mais il y a d'autres choses qui ont pris le relais. Tout ce qui est lié, on va dire, aux croyances, qui elles se sont aussi beaucoup amplifiées ces derniers temps. Alors, autour de tout ce qui va toucher le côté dit galactique, grosse réémergence aussi sur tout ce qui va toucher la religion 2.0, parce qu'on n'est plus vraiment dans une religion telle qu'on connaît. Il y a une réappropriation de la spiritualité avec le phénomène christique, par exemple. Et donc, ici, c'est amplificateur de quelque chose qui est certes, qui a une volonté d'être par-delà la religion. Donc, comme si ça nous permettait de rassembler un Dieu qui est comme divisé, ici dans les religions telles qu'on les connaît. Mais j'ai envie de dire, quand on a de l'esprit critique, je crois quand même qu'on sent qu'il y a un problème avec cette façon de concevoir le monde, et que cette réalité qui est, alors pour le coup, très imposée dans le sens absolu, c'est-à-dire que si on ne croit pas à l'invisible, alors quelque part, on n'a rien compris. Elle est clivante, en fait. Et au-delà d'être clivante, elle est puissante, parce que la croyance est beaucoup plus puissante que celle du Dieu unique, finalement. Moi, je vais préférer, en tout cas, c'est un point de vue, je préfère très largement, ici, travailler, il y a plus d'ouverture. Il y a plus d'ouverture, il y a plus d'esprit critique avec quelqu'un qui a la foi, peu importe après son Dieu, que effectivement ici travailler avec quelqu'un qui est dans la religion du 1. Ça, pour moi, c'est trop complexe. Il y a vraiment eu trop d'endoctrinement autour de ça, et donc ça demande à ce que quelque chose s'effondre avant de pouvoir être récupéré. Et là, bon, à ce stade-là, en tout cas, au moment où moi j'enregistre, c'est l'expérience. Quand les gens, ils sont trop engagés, c'est-à-dire que si on vient seulement de s'y plonger, non, là, on peut sortir, c'est assez rapide. Mais c'est bouleversant, mais c'est rapide. Par contre, si on a des années de pratique derrière soi, là, c'est vraiment très, très, très fermé. On a vraiment une énergie qui est puissamment en décroissance, elle n'est même pas en stagnation. C'est stagnant quand on vient d'entrer dedans, mais après c'est une courbe qui s'inverse. Donc ça, c'est vrai que c'est un levier qui est quand même important, et puis c'est une prise de conscience quand même ici qui est importante, parce que j'imagine bien qu'autour de vous, il peut y avoir des gens qui vont se mettre ici dans ces courants-là. Et j'ai eu l'exemple, c'est pour ça que je le partage aussi. Il y avait parfois un peu d'inquiétude chez certains d'entre vous à partir de la religion, en disant autour de moi, les gens se sont beaucoup raccrochés à Dieu. Je dirais que par rapport à ce qui se passe dans le monde, c'est pas illogique. Et en même temps, il y a des croyances qui sont certes limitantes, mais qui peuvent être bénéfiques. Le tout avec la croyance, c'est le problème va être la cristallisation et peut-être l'amplification ici du dogme, parce que des personnes qui, par exemple, ont toujours été ici portées dans la religion, elles n'ont pas la fermeture que va avoir quelqu'un qui s'y plonge par souffrance, en fait. Parce qu'à ce moment-là, on a autre chose qui a pris le relais. C'est pas juste le dogme dans lequel on se plonge qui est la difficulté. C'est la souffrance qui nous y a précipités. Et donc, l'accumulation des deux, entre la souffrance, donc ce court-circuit qui nous précipite et qui nous oblige quelque part ici à imaginer que des choses improbables ont du sens,
elles amplifient l'illusion. Donc après, quel que soit encore une fois le sujet, c'est pas le sujet qui pose problème. Mais voilà, donc bon, je voulais quand même partager ça avec vous parce que est-ce que effectivement ici on peut pas avoir de problématique de la preuve qui est adressée parce que dans le fond tout cela ne repose que sur l'absence de preuve. Donc c'est pour ça que je vous disais c'est très compliqué d'avoir même des conversations ou des débats parce qu'on ne peut pas être sur le même réglage ici dans la discussion. Et on le voit parfois dans les réseaux sociaux, quand certaines personnes affirment, il y en a, je le vois bien, ils disent mais c'est quoi tes sources en fait? Mais il n'y en a pas parce que c'est irrationnel. Donc de toute façon, on ne peut pas faire appel à un esprit logique quand il y a une part ici d'irrationalité qui prédomine dans la croyance. Les croyances, elles ne sont pas inutiles, elles ne sont pas... on en a besoin. On en a besoin parce que c'est un mécanisme ici évidemment de pensée. Mais quand on a basculé dans l'irrationnel, il faut que ça aille au bout de quelque chose. On ne peut pas ramener les gens dans une zone qu'ils ont quittée et qu'ils ont quittée par choix en fait. Ici, c'est quand même, c'est vraiment très très difficile. Donc cette irrationalité, elle est dangereuse. Elle est dangereuse pourquoi? Parce que forcément, ça va modifier quand même ici le comportement de la personne. Et on peut pas, enfin, c'est pas qu'on peut pas, il y a des gens qui rentrent en conflit contre ça, mais par rapport ici à votre propre position, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire que celui d'être, en fait, de montrer une autre opportunité, non pas par les mots, mais par votre propre comportement. C'est la seule ici, alors c'est une issue qui est très longue, c'est une issue qui peut aussi ne pas du tout aboutir, mais dans votre situation, c'est la seule qui est juste, en fait. Autrement, vous allez entrer en conflit. Donc, vous-même, vous n'allez plus pouvoir rester dans cette position beaucoup plus neutre. Et ça, c'est quelque chose, évidemment, qui peut être contradictoire pour votre propre développement et qui amènera votre stagnation. Ça n'amènera peut-être pas la décroissance, mais ça va vous faire stagner. Et donc, eh bien, à ce moment-là, qu'est-ce qui a de la valeur ici pour vous-même? Donc, adopter l'esprit critique et assortir cet ensemble d'un mécanisme plus large qu'est la conscientisation, c'est à la fois un état et un mode de pensée. C'est pour ça que ici, on a regardé un autre angle, qui est donc ici plutôt un autre état, parce que c'est une combinaison. Alors ici, dans l'angle de l'esprit critique, mais vous avez la même combinaison par rapport à ce qu'on vient de citer. C'est une combinaison entre un état et un mode de pensée. Donc, ok, là, dans la définition de l'esprit critique, vous avez compris ce que l'on a assemblé et dans d'autres formes, j'espère en tout cas que grâce à cette vidéo, vous comprenez ce qui a été assemblé et c'est ce qui rend ce noyau solide. Donc vous, évidemment, la proposition, elle est de se solidifier autour de l'esprit critique. Elle est de se solidifier autour de ces pratiques qui, avec le temps, va favoriser votre croissance, va favoriser votre capacité d'innovation, votre créativité, parce que ces deux points, état et mode de pensée, ce sont des choses qui s'auto-alimentent. Plus vous allez être dans un état, ici, on va dire, où le progrès, l'innovation, la créativité a sa place, et plus vous allez y penser, et plus vous allez vous auto-alimenter, donc plus vous allez être productif ici, autour de ça. C'est très, très mécanique. Donc, cet angle-là, en tout cas, cette prédisposition-là, elle est importante. Le fait de le cultiver, c'est essentiel parce que c'est ce qui va vous encourager à croître, en fait, et à rester dynamique dans le domaine d'application dans lequel vous vous plongez. Donc, je dirais que c'est extrêmement bénéfique, bien sûr, pour votre propre développement. Alors cette application par rapport à l'individu, vous l'avez bien compris, vous l'avez compris aussi dans la contrainte qui peut s'exercer sur le collectif. Mais pour recentrer tout ça, au-delà donc de fait ici de la croissance, la stagnation, la décroissance, vous comprenez que tout n'est pas bénéfique ici à l'humain. Pourtant, encore une fois, si on revient à la nature et donc aux attributs ici qui sont les nôtres, on a vraiment de quoi revenir à une forme de source propre ici à la condition humaine. Et donc, cette observation, évidemment critique,
elle n'est pas nouvelle. Et ça aussi, c'est quelque chose que je voulais transmettre dans cette vidéo où on parle des bases. C'est pas quelque chose de nouveau. D'une part, vivre au plus près de sa nature. Alors, est-ce que c'est une religion ? Il y a évidemment ici des courants, et là on ne peut pas, à mon sens en tout cas, on ne peut pas parler de religion, mais c'est un art de vivre que certaines cultures ont cultivé et cultivent toujours. Donc déjà, pour commencer, c'est jamais quelque chose qui a totalement disparu ici de la surface de la Terre. Alors, évidemment, c'est moins disponible, si vous préférez. C'est pas quelque chose qui est une tendance. Alors, je parle pas de la tendance à la mode qui nous laissera penser qu'on va revenir ici dans, on va dire, en s'éloignant du progrès, etc., etc. Je parle pas de ça. Je parle plutôt ici de cette connexion à la nature, mais dans l'art de vivre. Quand je parle d'art de vivre, je parle la nature, c'est pas, encore une fois, voilà, c'est pas se mettre à la campagne, quoi. Se mettre à la campagne, c'est ni un état ni un mode de pensée. On peut avoir de l'idée, ici, en étant dans le monde moderne, en étant, par exemple, autosuffisant, etc., et en cherchant peut-être ici à consommer différemment, certes, mais on n'est pas dans l'état non plus ici le plus naturel. Donc, ici, je parle vraiment d'attributs, je parle d'état d'être, je parle du côté fonctionnel, si vous préférez, ici, donc plutôt le corps, et pas, voilà, pas la tendance, je sais pas, la tendance écologiste ou j'en sais rien, mais en tout cas, pas dans cette tendance-là. Pour moi, ce sont d'autres extrêmes, c'est une autre façon de concevoir la vie, mais elle n'est pas beaucoup plus naturelle. Quand je parle d'état naturel, je vais vous citer un exemple pour que ce soit vraiment très clair pour tout le monde. On est ici ce que l'on est, physiologiquement parlant, etc. On a la capacité à consommer un certain nombre d'aliments. On est omnivore, ok ? C'est l'état physiologique, c'est pas moi qui l'invente, c'est la science, voilà. Alors on a le côté dogmatique ici, et l'argument premier quand on discute avec quelqu'un qui est végétarien, c'est le fait qu'on était surtout des cueilleurs et pas forcément des chasseurs, donc on ne consommait pas de viande. Oui, peut-être pas en fait. Enfin, en tout cas, quand on regarde le côté plus anthropologique, c'est pas la réalité. On peut se le dire et on peut se dire effectivement qu'on n'a pas envie de consommer ici un animal. Si effectivement profondément ça nous heurte, c'est notre droit. Mais de là à aller dériver la vérité en reniant la nature de l'être humain, pour moi, il y a toujours un problème en fait. On n'utilise pas ici l'esprit critique. On est baigné dans quelque chose qui, encore une fois, est moins rationnel, où on trafique la preuve qui n'est pas la preuve physiologique ou anthropologique. On a la capacité de digérer ici de la viande, donc on n'est pas végétarien en fait. Après, on peut choisir d'être végétarien et ça se respecte. Ça, c'est un choix. Un choix doit toujours se respecter. On peut choisir même d'être végétalien. J'ai aucun problème avec ces choix. Par contre, de prétendre quelque chose qui est inexact me dérange et me dérangera toujours. La même chose pour l'alcool. Est-ce que, sous prétexte d'un corps sain, est-ce qu'il faut évacuer tout et toute chose ? Si tout est fait de façon cohérente, c'est-à-dire sans être dans l'ivresse, etc., parce que ça impliquerait d'autres dysfonctionnements du corps, en quoi est-ce interdit ? Tout est ici possible. Il faut juste prendre conscience de l'effet que ça peut avoir. Et si l'effet, on est OK avec l'effet, ça doit être notre choix en fait. Tout ça, pour moi, est vraiment porté par d'autres intentions que celles de la nature. En fait, si on veut être dans celle de la nature, on est doté de capacités qui nous permettent d'être dans le progrès, dans la créativité, dans l'innovation. Ce ne sont pas toujours des belles inventions. Ça, oui, c'est vrai. On n'a pas toujours inventé des choses dans lesquelles on peut dire ça sert la Terre ou ça sert l'humanité dans son collectif. Ça, c'est réel en fait. Il suffit d'utiliser son esprit critique. Est-ce que cette invention, par un heureux hasard ou par rapport à une étude, est issue quelque chose qui potentiellement pourrait effectivement quelque part amener des dégradations ? Est-ce que c'est utile de le faire ? Au-delà de l'esprit critique, après on peut s'interroger sur le bénéfice que cela peut avoir, du point de vue individuel ou du point de vue collectif. Donc cette observation critique, elle nous permet d'adopter des postulats.
elle nous permet de définir les choses. Donc, c'est pas parce qu'elles ont été définies qu'elles ne doivent pas être mises en question. En revanche, on a été doté de certaines choses, il y a un certain mode de fonctionnement et celui-ci doit être respecté. Ça, c'est une loi de la nature. Et en tant qu'être humain, on est dans les lois de la nature. Donc, à l'extérieur des lois de la nature qu'on ne peut pas contrôler, dans lequel on doit s'intégrer et on doit faire avec, finalement, ce sont globalement les points de base. Et le reste, c'est ce que l'on veut bien créer, inventer, c'est le progrès. Et c'est pas toujours tourner dans quelque chose de bénéfique. Alors là, après, derrière, il faut choisir, il faut être dans sa volonté, il faut être dans son orientation. Ce n'est qu'une vaste, ici, combinaison. Mais donc, pour revenir à ce que je voulais ici vous communiquer, c'est que ce postulat, ici, autour du fait qu'on s'évertue, parce que c'est plus ça, en réalité, ce que l'on fait, sous prétexte d'autre chose, on s'évertue à repousser finalement ici ce qui relève plutôt de la nature dans le sens de l'espèce et pas dans le sens ici que l'on peut accorder et l'intention de penser que l'on met derrière nos actes. Et donc cette observation critique, elle a été faite par de l'alésage. C'est pas quelque chose de nouveau. Il y a plein de choses ici que on redécouvre peut-être, que l'on transmet différemment. Mais est-ce réellement nouveau? Est-ce la première fois que l'homme découvre ici ce genre de choses? Il est plutôt correct de dire que ce n'est pas le cas. Et il y a des événements évidemment ici qui ont marqué l'histoire autour de ça. On a donc des personnes et pas des mythes, pas des archétypes. Il y a vraiment des personnes ici qui ont marché sur la Terre et qui ont transmis des choses assez similaires. Donc, ces croyances, effectivement, après le passage, elles ont, pour certaines, été modifiées, elles ont été adaptées. On avait besoin que ce soit autre chose qui soit dit que ce qui a été transmis. Donc, il y a des arrangements ici qui se font autour de ça. Et ces arrangements, c'est finalement ce qui va nuire ensuite ici à notre esprit critique d'un point de vue plus collectif, mais qui, du point de vue individuel, dès lors que l'on utilise ces outils, peut globalement revenir aussi à l'essence du message. Mais il faut considérer, c'est ça qui est important avec ce qui est ici, cet ensemble de pratiques qui va favoriser le progrès, l'innovation, la créativité, ce que vous allez alimenter à partir de vos propres sujets d'études, c'est de considérer que, évidemment, au moment où vous les créez, ça vous appartient. Au moment où ça sort ici de vos mains, eh bien, ça peut être, on peut se réapproprier ici votre idée, on peut se réapproprier votre manière ici de concevoir quelque chose et on peut donc le détourner. Donc, c'est le principe de l'essence. C'est pour ça que c'est aussi important toujours de revenir dans l'essence de tout ce que vous voulez transmettre. Il n'y a pas de notion de sécurisation, vous ne pourrez pas. Pourquoi ? Parce que de toute façon, ce que vous allez peut-être faire aujourd'hui, il ne sera pas étudié dans le contexte actuel, dans 300, 400, 600 ans, un millénaire. Donc, ce qui est important, c'est que vous-même, lorsque vous faites ces propres études, peut-être a posteriori dans la chronologie de temps, vous appliquiez aussi ce critère-là, ce même regard. Parce que les choses, elles sont faites dans un certain contexte. Et vous voyez bien que dans ce que je vous explique aujourd'hui, c'est dans un certain contexte. Si par exemple, dans 400 ans ou 500 ans, ce message ici ressort, peut-être qu'il y a des choses dont je vais parler, les gens n'auront absolument aucune idée de quoi il s'agit parce que ça aura complètement quitté leur époque. Et donc, ils vont interpréter avec les codes ici qui seront les leurs, avec ce qui semble se rapprocher au plus près de ce qui est expliqué, de la situation, de l'exemple qui est pris, et ils vont le transformer, ils vont le modifier. Donc, cette application critique sur le développement de l'individu et du collectif se passe essentiellement au présent. On doit admettre qu'il y a effectivement de grandes limites ici autour de ça, et que donc les critères les plus objectifs doivent être posés. Et notamment quand on utilise les sources, toujours regarder le message source, c'est important. Comprendre si c'est la parole ici de la personne, si c'est sa propre étude, son propre assemblage, ou si c'est quelque chose qui a été travesti,
ici avec le temps, parce que ça a vraiment son importance pour considérer ici votre analyse, pour pouvoir faire fonctionner votre propre mode ici de pensée. Donc l'ensemble de pratiques que vous allez utiliser est évidemment la clé d'un esprit critique ici qui se développe. Pour créer l'ouverture, il y a donc deux grandes limites. Deux grandes limites à ce que je viens de venir expliquer. C'est que l'esprit critique, en fait, il fonctionne quand même. Donc là, on est côté cerveau, si vous préférez. Eh bien, il a la limite quand même ici du mental. Donc, la logique, elle doit pouvoir être continue. Mais malgré cette intention peut-être de continuité, il faudra être vigilant à deux points en particulier. Parce que ce que cela peut amener, notamment en utilisant ici ce côté continu de l'information qui s'auto-alimente, et donc ça va aussi avec ce que je vous disais, c'est-à-dire que ça doit se tourner vers le progrès, l'innovation, la créativité, mais il faut considérer que ça ne doit pas bloquer votre mouvement, ça ne doit pas devenir une quête. En tout cas, pas dans le sens Graal, donc pas dans le sens mythique, pas dans le sens épopée, pas dans le sens secret de l'univers. Et ça, j'en avais déjà parlé, mais ici, je veux vraiment en reparler. On ira après dans la croyance dans la prochaine vidéo, mais je veux vraiment recréer le point d'ouverture. Je vous ai expliqué qu'à un moment donné, d'ailleurs, avec Stéma, on est parti là-dedans. C'est-à-dire que on était tellement dans cet esprit critique, c'est vraiment du vécu. On voulait tellement comprendre le monde, comprendre le collectif, comprendre pourquoi aussi il y avait certaines théories, qu'on s'auto-alimentait énormément d'informations et on passait énormément de temps à les trier. La première année, au lieu de nous concentrer sur nous-mêmes et sur ce qu'on voulait développer, etc., on voulait percer les mystères de l'univers. Et ça nous a pris 1 an, c'est pas si long en fait, avant de nous rendre compte que ça nous figeait complètement. On passait des heures entières à essayer, en prenant des informations que l'on trouvait à droite et à gauche, à essayer de les tester nous-mêmes pour comprendre nos différences, etc. Alors dans le lot, il y a eu des belles surprises, c'est-à-dire que dans le lot, en faisant ça, eh bien, on s'est aperçu que ça nous avait permis vraiment de réintégrer des informations dont on disposait. Donc ça, c'était plutôt bien. Donc on va dire que sur cette année-là, bon, il y a peut-être 80% qui a été inutile, mais il y a 20% qui a eu de la valeur et qui a eu la valeur d'une base ensuite que l'on a pu développer, et notamment ici de tout ce que vous connaissez depuis lors. Mais effectivement, on était vraiment dans une forme de quête de Graal. Et donc c'était devenu irréaliste, improbable. C'est pas forcément qu'on était dans l'adhésion de la croyance, hein, mais on avait l'impression de s'ouvrir beaucoup au fabuleux. Et finalement, derrière ça, il se passait quoi? C'est-à-dire que pour le concret de la vie, il se passe quoi, en fait? Quand bien même on arrive ici à croire, peut-être parce qu'on aurait pu y croire, bien sûr, à croire qu'on était en train d'accéder à des informations qui étaient sensibles ou utiles ici pour cette terre. En tout cas pour le présent. Non, c'était pas ça en fait. C'est-à-dire que c'est une autre façon de se raconter l'histoire, c'est une autre version, et c'est vrai que dans le côté plus métaphysique, en fait, le logiciel, il est complexe. Le logiciel ici, qui est votre énergie, il est complexe. Donc, c'est une façon de s'égarer. D'une part parce qu'il y a cette notion de multipotentialité, multidimensionnalité, et en fait, les espaces-temps, c'est quand même quelque chose qui est très complexe. Et c'est pas forcément quelque chose qui ne nous intéresse pas ou ne nous intéresse plus. Mais c'est quelque chose qui, si on a le temps, tant mieux, et si on n'a pas le temps, tant pis. Parce que, en fait, c'est quand même extrêmement consommateur d'énergie et de temps. Et donc, c'est en cela que je dis que c'est très immobilisant, parce que finalement, on est dans ce savoir incomplet que l'on souhaite ici compléter. Et on n'arrive plus à faire le point de bascule avec la nécessité d'agir. Et c'est là, en fait, que se situent les deux points dans lesquels il ne faut pas se limiter. C'est-à-dire que votre savoir, il sera toujours incomplet, mais c'est pas parce qu'il est incomplet que ça doit vous empêcher d'agir. Au présent, en fait. Il faut vraiment travailler sur la base du présent et se dire, eh bien, aujourd'hui, voilà l'information dont je dispose, voilà l'action que je vais conduire, et demain, eh ben, on verra.
en fait, parce que demain n'existe pas, il n'existera qu'à partir de ce que vous ferez aujourd'hui. Cette nécessité d'agir, elle est clé. Sinon, vous vous baladez dans l'affre du mental et bien dans les fameux conditionnels. Et tout ce qui est conditionnel n'existe pas. Et votre vie ne peut pas changer. Il n'y a rien qui va s'engager ici autour de ça. L'autre point, c'est le fait que comme on ne peut pas se séparer de croyances, c'est parce que ici, il faut quand même accepter qu'on en a besoin. Donc, on ne sera jamais des personnes avec zéro croyance. Et on ne sera jamais des personnes omniscientes dans la matière. Donc, l'omniscience est effectivement quelque chose qui n'est pas accessible à partir d'un corps physique. Peut-être que dans un sens plus métaphysique, eh bien, lorsque nous aurons quitté ce corps, nous aurons accès à l'ensemble de l'information. Ici, il est toujours préférable de considérer, et donc d'utiliser pour le coup ici la croyance, de se dire, ok, mon axe, j'ai accès à ce dont j'ai besoin. Je sais aller chercher ce dont j'ai besoin à un instant T. Je vais préférer ici m'utiliser moi, utiliser mon potentiel pour tester, éprouver ici des choses. Et puis, je me fais confiance et je vais corriger. Parce que là, on réunit le mental et l'émotionnel. Donc, ces croyances, c'est une orientation. Et est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est la complétude ici du savoir? Nous, c'est ce que l'on voit. C'est de cette manière-là qu'on travaille. Donc, quand on vous parle d'axe, c'est ce qu'on vous dit, c'est pas la vérité. En fait, vous pourriez très bien le voir autrement. Mais c'est de cette manière-là qu'on voit l'assemblage. Donc, si on le voit comme ça, il faut qu'on utilise à partir de ce que l'on voit, de ce que l'on croit, de fait. Donc, ça s'adapte symboliquement beaucoup plus probablement à notre logiciel qu'au vôtre. Et on essaie de trouver, bien sûr, les points au milieu. Donc après, on a étendu d'ailleurs ici dans nos parcours, pour ceux qui travaillent avec nous, vous savez qu'on a des points de référence. Mais on vous explique toujours pourquoi on choisit quelque chose, en fait. Qu'est-ce que ça appelle, qu'est-ce que ça ramène en termes de symboles. Et on utilise des symboles qui sont des symboles qui touchent l'histoire humaine aussi, parce que on est quand même porté par tout ça. Donc, il y a des points qui peuvent être concordants. Mais après, on vous dit aussi, si ce symbole-là vous plaît pas, ou si ça vous parle pas, on vous ramène dans ce qui est nécessaire d'être fait, ou au contraire, ce qui est plus optionnel. Et nous, ce qui compte, c'est effectivement que les altérations se créent. Donc, c'est le développement de votre esprit critique, c'est votre capacité ici d'analyse qui est primordiale, qui est plus importante que le fait d'aller utiliser tel ou tel symbole. Et chacun ayant sa manière ici de faire et d'interpréter, c'est pas ce qui compte. Mais les facteurs de la croyance sont importants parce que c'est le besoin ici que l'on a en tant qu'être humain de saisir notre réalité. On a besoin de la comprendre, cette réalité. Et ça passe par l'émotionnel, ça ne passe pas ici par la tête. On a besoin de comprendre, donc on va former ici les idées, les pensées, avec effectivement la zone cognitive, donc avec le mental, mais en réalité, tout passe par un champ de perception. Donc tout passe évidemment ici par des ressentis, et il y a des associations qui sont très émotionnelles dans le sens le plus primaire du terme. Pourquoi est-ce que l'humain a besoin de trouver du sens à l'expérience humaine? Eh bien parce que de cette manière, il ne ressent pas l'angoisse de l'existence. Si effectivement il se dit cela a du sens, il n'a pas peur de l'inconnu ici. Il n'y a plus d'inconnu. S'il y a du sens, il n'y a pas d'inconnu. Donc s'il n'y a pas d'inconnu, il n'y a pas de peur. On n'est pas plongé dans l'angoisse de vivre, en fait, d'être vivant, si vous préférez, dans un corps. On a besoin, en tant qu'humain, de se sentir en sécurité. Et donc pour ça, il faut établir un système. Il faut qu'il y ait une notion d'ordre, parce qu'on ne peut pas ici vivre dans le désordre. Parce que si on entend désordre, si effectivement les choses deviennent chaotiques, on est exposé à la séparation, au deuil, aux choses qui ne durent pas ici dans le temps et dont il nous faut nous séparer. Et ça peut être évidemment ici beaucoup moins symbolique, ça peut être des gens. Si c'est chaotique, vous allez perdre des proches en fait. Donc on va être sur quelque chose qui touche plutôt au logiciel de la tristesse. Pour que notre survie, notre préservation ici existe, on a besoin de croyances qui permettent de structurer les choses au travers d'un système. Sinon, eh bien, on serait en train de mourir de tristesse, tout simplement. Et puis, la dernière émotion primaire, qui est la colère, elle a aussi son origine dans toute cette trame.
c'est celle dans laquelle effectivement on va... la colère, c'est ce qui nous pousse ici dans une forme d'amplification, donc quel que soit après le degré de colère, parce qu'on ne maîtrise pas ici quelque chose, on ne maîtrise pas le cours des événements, on ne se maîtrise pas. Hein. C'est vraiment, c'est ramené ici à soi. Ça se déclenche quand quelque chose nous échappe. Ça nous échappe et là, effectivement, ça part en chaos intérieur. Le fait de se déresponsabiliser, le fait ici d'être dans des projections extérieures autour de ces résultats que l'on obtient. Donc le fait de trouver quelqu'un dont c'est la responsabilité ou la faute, si vous préférez. Si effectivement le ciel se déchaîne et si le monde est englouti, c'est la faute des dieux. C'est pas ma responsabilité ici en tant qu'humain. Je veux pas la prendre celle-là parce que ça échappe complètement à mon contrôle. Si je me dis que c'est la mienne et que ce contrôle m'échappe, que cette catastrophe se crée, je vais pas le supporter en fait ici. Et donc je vais inventer quelque chose qui me permet de me déresponsabiliser en tant qu'être humain de tout principe de causalité. Autrement, je vais être très en colère, en fait. Je vais être très en colère et je vais trouver la vie extrêmement injuste. Donc là, je vous l'ai fait dans le cataclysme, un peu, on va dire, dans le côté météorologique, mais vous l'avez dans d'autres choses. Les guerres, par exemple. Les guerres. C'est forcément, il y a un méchant. Parce que s'il n'y a pas de méchant, comment je serais en capacité d'accepter que, en tant qu'être humain, il y ait ce genre de choses qui se produisent. Ça échappe totalement ici à mon contrôle. Alors, pas nécessairement ici individuel, mais à mon contrôle collectif. Ça voudrait dire que mon système ne fonctionne pas et ça voudrait dire que j'ai absolument aucun sens à l'expérience s'il n'y a pas de méchant, en fait. Parce que ces choses-là ne peuvent pas se produire si les gens ne sont pas méchants. En fait, si les gens sont gentils, ils ne se battent pas. Donc, il y a forcément du mal dans ce monde. Et là, vous comprenez ici à quel point la croyance, elle sait parfois être salutaire. Elle ne doit pas être sacrée, elle ne doit pas être cristallisée, mais elle est salutaire. Et elle a toujours été salutaire ici pour l'humanité. Sinon, à quoi bon vivre s'il n'y a pas de sens, si on ne peut pas ici se préserver, et si tout ce que l'on ne maîtrise pas, finalement, nous revient en termes de responsabilité. Et il y a des tas de choses qui échappent à notre contrôle, et il y a des tas de choses ici qu'on ne peut pas préserver sans un minimum d'ordre. Et effectivement, il y a ce besoin de se dire oui, j'existe pour quelque chose, je suis là pour faire, pas simplement subvenir à mes besoins. J'ai la capacité de progrès, j'ai la capacité d'innovation, j'ai la capacité de créer. Alors, il y a forcément une trame, il y a forcément quelqu'un ici qui a créé quelque chose avec de l'intelligence qui va me permettre de m'épanouir ici dans cette vie. Autrement, ce serait invivable. Donc la croyance, elle n'est pas un problème tant qu'elle est ici assortie d'une logique dans laquelle il peut y avoir une forme de continuité, de circulation, tant que l'on accepte que le savoir ne soit pas complet, qu'il soit relatif, et que cela nous permette de poursuivre une action, de pouvoir finalement vivre notre existence. C'est le fameux choix de vivre dont on vient de sortir ici avec l'énergie du Scorpion. On doit choisir de vivre. Et pour que ce choix ici puisse être pleinement, non pas fait, mais réalisé, puisque ici on est dans le Sagittaire, donc on choisit de vivre en Scorpion, ici on nous donne les outils pour vivre. Eh bien, ici vous avez effectivement une bonne idée de ces outils que l'on peut mettre à notre disposition, qui sont issus et adaptés, ils sont issus de nous-mêmes, adaptés à notre propre nature, en tant qu'être humain, j'entends, hein, je ne dis pas nous-mêmes dans le sens ici de Stéma et moi, c'est du bon sens. On n'a pas inventé des choses ici qui sont complètement farfelues ou irréalistes. On a utilisé le bon sens, l'esprit critique certes, mais aussi le bon sens, le côté le plus logique, pour trouver quelque chose qui permette d'atteindre un point B, parce que effectivement, il faut entre les deux agir. On ne peut pas rester dans cette incertitude jusqu'au bout, si vous préférez. Il faut faire les choses ici par étapes, et il faut répondre à ce besoin de saisir la réalité d'une autre manière pour que justement on allège les croyances sans chercher nécessairement à les remplacer, simplement à leur permettre de ne pas nous immobiliser, ne pas nous figer, ne pas nous faire stagner et encore moins nous plonger évidemment ici dans une courbe inversée. Mais tout cela n'a que pour objectif que
d'étendre certes votre connaissance, mais surtout étendre la portée de vos actions et donc vous permettre ici de vivre une existence qui vous correspond. Voilà pour cette vidéo sur les bases, sur les principes. Donc on se retrouvera dans 15 jours, on va continuer évidemment ici sur ce domaine. J'espère qu'en tout cas celle-ci saura vous inspirer, saura vous aider à repositionner aussi des choses par rapport à vous-même. N'hésitez pas à commenter, je répondrai bien sûr ici avec plaisir. On a conscience qu'elle est difficile cette période, je le redis aussi, qu'on fait monter peut-être un petit peu les choses d'un cran. C'est la fin de l'année. Ici, on doit passer en maîtrise lorsqu'on passera dans le prochain cycle. Donc, tout cela ne vise qu'à vous aider à conduire, peut-être pas la maîtrise à la sortie de l'année, mais vous avoir donné les outils qui vont vous permettre de passer votre année ici à parfaire tout cela pour pouvoir sortir ici de ce cycle qui démarre avec une forme de croissance qui n'est pas simplement celle que l'on transmet aujourd'hui, mais qui sera votre réalité, celle que vous aurez construite et dans laquelle vous saurez évidemment ici vous plonger. En attendant de vous retrouver, donc je vous retrouverai dans l'intervalle évidemment ici en pleine lune avant la prochaine vidéo, eh bien je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.